Bonjour Sabine de Brémaker. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Voix des migraineux et ça n'est pas sans raison puisque vous souffrez vous-même de migraines. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons baissé la luminosité du studio pour ne pas vous gêner lors de cette interview. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la migraine touche combien de personnes en France aujourd'hui ? La migraine touche 12 à 15% de la population, c'est-à-dire environ 10 millions de personnes, mais avec une sévérité qui peut aller de 2 jours de crise par an à 30 jours par mois. Est-ce qu'on connaît la part d'hommes et de femmes qui sont touchés par la migraine ? Selon les statistiques, on estime qu'il y a environ 3 femmes pour un homme. D'accord. Nous pensons vraiment que c'est sous-estimé parce que la migraine a mauvaise presse. Les hommes consultent moins que les femmes et encore moins pour une pathologie qui passe pour une maladie de bonne femme, quoi. C'est ce qu'on vous disait de temps en temps, que la migraine, c'était une maladie de bonne femme. Je pense que c'est dans l'imaginaire public depuis des décennies. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est sous-estimée et mal prise en charge. Et est-ce que les enfants peuvent être également touchés par la migraine ? Oui, on peut être migraineux dès quelques mois. D'accord. Et ça peut durer jusqu'à 80 ans. En général, vers 50 ans, ça se calme, mais pas pour tous. Et alors, est-ce qu'on peut définir une sorte de profil de la personne migraineuse ? Non. Ça n'existe pas un profil de personne migraineuse. On pense que ce sont des personnes faibles, qui simulent, etc. Or, bien souvent, en parlant autour de nous, depuis qu'on fait l'association, on contacte des gens, des journalistes, on travaille avec des chercheurs. Et quand ils disent « je travaille avec la voix des migraineux », autour d'eux, ils se rendent compte qu'il y a des personnes qu'ils connaissent depuis 15, 20 ans et ne savaient pas que c'était des migraineux. C'est un peu tabou même pour les malades. Il ne faut pas hésiter à dire « je suis migraineuse », ça fait partie de la sensibilisation. Et même dans certaines familles, quand les personnes ont un diagnostic et puis se retrouvent à table ou ils parlent avec leur tante, leur oncle ou grands-parents, et ils se rendent compte qu'il y a d'autres membres de la famille migraineuse. Et alors justement, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique à la migraine ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le définir ou pas ? Chaque année, on découvre de plus en plus de gènes de prédisposition à la migraine. On en est à 180. Les 180 gènes ? Voilà. Les patients n'ont pas tous ces 180 gènes. On peut en avoir 2 ou 50. En général, les premières crises de migraine arrivent aux alentours de quel âge ? Comme je vous l'ai dit, ça peut être vers quelques mois. Oui. Dans mes souvenirs, pour moi, c'est vers 5-6 ans. Selon les statistiques, c'est plutôt de la puberté jusqu'à 50 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut définir différents types de migraines ? J'entends par là, y a-t-il des migraines, vous le disiez tout à l'heure, il y a des migraines dont les crises durent 2 jours par an et d'autres 30 jours par mois. On peut dire donc qu'il y a des migraines sévères et d'autres modérées, c'est des termes qu'on peut employer ? Alors, les termes officiels sont épisodiques. Épisodique simple, c'est de 1 à 7 jours de crise par mois. Épisodique à haute fréquence, c'est de 8 à 14 jours de crise par mois. Et chronique, c'est plus de 15 jours de crise par mois. Mais au-delà de ça, il y a 2 grands types de migraines, c'est-à-dire les migraines sans aura, avec une douleur modérée à sévère, et les migraines avec aura qui s'accompagnent de troubles neurologiques, comme des difficultés à voir, mais aussi à parler, et on peut passer pour quelqu'un d'un peu ivre quand on bafouille. Alors justement, pour nous éclairer davantage sur le côté neurologique de cette maladie, nous avons préparé une petite vidéo qui va nous expliquer en quelques mots les grands principes de la migraine, et puis juste après, on poursuit notre interview.
Sabine de Bremaker, quand on se balade sur le site de votre association, donc lavoixdesmigraineux.fr, site qui est d'ailleurs très bien fait et très complet, je le précise, on comprend que la migraine est une véritable maladie neurologique qui a un retentissement extrêmement important dans la vie de tous les jours. En pleine crise, on comprend par les témoignages que de nombreux gestes simples deviennent tout à fait insurmontables. Les gestes simples, c'est préparer à dîner, s'occuper des enfants, travailler ou juste s'occuper de la maison. Tout ça, c'est absolument impossible. C'est impossible pour la bonne raison que le moindre mouvement aggrave la douleur. On supporte difficilement la lumière et le bruit. Donc on est réfugié dans notre chambre, dans une pièce sombre, et on attend que, éventuellement, les cachets fassent effet ou que la crise se termine toute seule. Mais alors, comment fait-on pour maintenir un semblant de vie normale quand on est victime de migraine? Comment fait-on? Pendant la crise, donc, c'est pratiquement impossible, sauf si les traitements de crise fonctionnent. Quand on a très peu de crises par an ou par mois, ça peut aller. Le reste du temps, on doit gérer sa vie, suivre des rituels, des rythmes réguliers, se coucher à la bonne heure, à la même heure, manger à la même heure, ne pas se déshydrater, boire régulièrement, manger régulièrement, ne pas se retrouver en hypoglycémie, ne pas speeder. Ça, c'est pour tout le monde, mais pas accumuler trop d'activités sans reprendre son souffle. Donc il faut, outre les déclencheurs dont on va parler un peu plus tard, il faut avoir un mode de vie qui s'adapte parce que le cerveau du migraineux, il est hyper excitable, il est hyper sensible aux variations extérieures. Alors justement, ces fameuses crises, quand on souffre de migraine, est-ce qu'on les voit arriver? Est-ce qu'il y a des symptômes que l'on ressent comme étant ceux d'une migraine en approche? Oui, ils sont différents d'une personne à l'autre, mais il y a quand même des similitudes, c'est-à-dire souvent une fatigue brutale, des troubles de la concentration. Ça peut être aussi des fringales, de salé, sucré, gras. Il y a des personnes qui pensent que le chocolat déclenche la migraine, or la migraine est déjà commencée. En fait, ils ont eu envie de se gaver de chocolat parce que la migraine était déjà commencée. Il peut y avoir des bâillements, des envies plus fréquentes d'uriner, toutes les 5 minutes même, c'est un peu gênant. Donc ça, ce sont des symptômes qui font que vous voyez que la crise est en train d'arriver. Et est-ce qu'il y a des déclencheurs à ces symptômes? Est-ce qu'il y a des choses qui, tout d'un coup, vont créer chez vous tout ce que vous venez de nous lister? Quelquefois, il n'y en a pas, et pour certains types de migraineux, il n'y en a pas. Mais le plus souvent, à l'aide d'un agenda, en notant régulièrement ces crises, ou simplement par un constat, on identifie des déclencheurs. Et pour beaucoup de migraineux, la luminosité intense, le bruit, la musique peut être déclencheur. Mais ça peut être des choses différentes selon les personnes. Ça peut être aussi un excès de caféine, du vin, de l'alcool. C'est aux personnes d'identifier ça. Alors, quand ça se répète, parce que certains migraineux ont une crise avec un élément qu'ils estiment déclencheur, et ensuite, ils l'évitent tout le temps. L'évitement, vous me faites une transition parfaite. J'ai lu sur votre site, certains parlent de stratégie d'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie d'évitement ? Comme vous l'avez bien compris, pour limiter la fréquence des crises, les migraineux doivent gérer les déclencheurs, les identifier et les éviter. Seulement, ça peut aller jusqu'à l'extrême et l'obsessionnel, c'est-à-dire éviter à chaque fois le plus possible, éviter de sortir, refuser des invitations, même si on se sent bien, au cas où. On prend un risque en allant à une invitation, mais c'est aussi un bon moment à passer entre amis. On s'en souviendra. Donc, quelquefois, en exagérant sur l'évitement, on peut passer à côté de bons moments de la vie qui font du bien aussi. Et ça, ce serait dommage. Alors, on a compris, il y a donc des crises qu'on sent arriver. Et une fois que la crise est là, combien de temps dure-t-elle? Vous allez me dire, ça dépend aussi des migraineux, j'imagine, mais c'est quoi les chiffres? Pendant la période où on sent la crise arriver, ça peut durer de 24 à 48 heures. Ça peut durer aussi 1 heure, mais ça peut durer de 24 à 48 heures. La crise elle-même peut durer de 4 à 72 heures. Ensuite, il y a une phase de récupération qui peut durer de 24 à 48 heures. Donc, une seule crise qu'on n'arrive pas à gérer avec un traitement de crise peut impacter la personne pendant 7 jours.
Et ça, c'est très important à retenir. C'est 7 jours qui sont mis entre parenthèses dans la vie de cette personne. 7 jours pendant lesquels elle n'est pas Elle n'est pas au mieux de sa forme, elle est moins productive. Souvent, ils font semblant, les migraineux. C'est pour ça aussi qu'on les identifie peu. Ils font semblant parce qu'ils n'ont pas envie d'être traités d'handicapés, mais il faut aussi semblant parce qu'on est moins tolérant envers les migraineux, puisque la migraine passe pour une maladie de chochotte, quoi. Le deuxième point très important de la migraine, c'est le diagnostic. Il me semble que c'est une maladie bien souvent mal prise en charge parce que mal diagnostiquée. En effet, elle est mal diagnostiquée pour plusieurs raisons. La première, c'est les préjugés. C'est une maladie de bonne femme, ce sont des personnes qui simulent, qui tirent au flanc. C'est pas une maladie prestigieuse pour les médecins. L'autre raison, c'est que les médecins, lors de leur formation initiale, aussi bien les généralistes que les neurologues, pour lesquels normalement c'est quand même une maladie neurologique, n'ont que quelques heures de formation sur toutes les céphalées durant leur cursus. Il y a 200 types de céphalées. Donc c'est impossible qu'ils soient formés à diagnostiquer et à prendre en charge correctement les patients. Les deux problèmes coïncident. Les généralistes ont beaucoup de choses à prendre en charge, mais c'est vrai que s'ils voient une patiente arriver qui est à bout, qui pleurniche un peu parce qu'elle a mal, elle sort de 2-3 jours, parce que se déplacer pour aller chez le médecin quand on est en crise, c'est de la science-fiction. On ne peut pas bouger, à moins d'avoir récupéré un peu. Donc on arrive épuisé, parfois pleurnicharde et tout, et c'est très facile de penser que la personne, elle est dépressive. Ouais, elle est déprimée. Elle est déprimée. Et dans notre enquête, je crois qu'il y avait la moitié des patients qui s'étaient entendus au moins une fois dans leur vie dire que c'était psychologique, ma bonne dame. Parce qu'en plus, ça touche quand même les femmes, quoi. Bien sûr. Mais ensuite, vous dites que le problème de cette errance médicale, c'est que dès lors, on a envie de s'auto-médiquer. Et ça aussi, c'est une très mauvaise idée. Effectivement, on n'a pas de solution, on n'est pas pris en charge. En plus, la migraine étant banalisée, on ne va pas tout de suite chez le médecin. Donc c'est très facile, on va à la pharmacie, des médicaments contre la douleur sans ordonnance. On peut relativement en avoir, souvent, sauf que, 1, ça retarde le diagnostic, 2, ça a un impact sur la santé, et 3, en prenant trop de ces traitements antalgiques, on peut aggraver la fréquence des crises et devenir migraineux chronique et avoir beaucoup de difficultés à revenir en arrière. Donc il faut vraiment se méfier de l'automédication. Ça va si c'est un banal mal de tête, si c'est une fois de temps en temps, mais je pense que quand on commence à prendre 3-4 cachets par mois pour traiter sa migraine, c'est déjà trop, il faut consulter. Tout de suite, il faut y penser, ça relève d'une prise en charge médicale. Sauf que vous l'avez dit, c'est une maladie neurologique, mais il y a un énorme problème en France, c'est qu'on n'a pas assez de neurologues. En France, il y a moins de 3000 neurologues. Certains départements sont totalement dépourvus, ou alors n'ont qu'un neurologue qui prend en charge toutes les maladies neurologiques. Il faut impérativement former les médecins généralistes. Ils sont tout à fait capables de diagnostiquer la migraine, de mettre en place les premiers traitements de crise, le premier traitement de fond, et c'est seulement si le médecin généraliste se trouve en difficulté, que le patient n'est pas soulagé, que là, il peut l'adresser à un neurologue. 3000 neurologues en France, c'est 3 neurologues pour 100 000 habitants. C'est impossible. C'est carrément impossible. On ne peut pas dire aux migraineux de consulter directement un neurologue. Est-ce que vous avez testé, vous, Sabine, des techniques pour soulager vos crises ? J'ai eu une période de migraine chronique, c'est-à-dire plus de 15 jours de crise par mois, c'est allé jusqu'à 29. Pendant ma période de migraine chronique, la méditation m'a aidée vraiment à garder le moral, à surmonter les choses, à mettre en place des petites stratégies. Il y avait le carnet de gratitude aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Quand on est au fond du trou, dans n'importe quelle circonstance de la vie, et puis je pense que notre mental est comme ça, on voit que le négatif. Et donc le carnet de gratitude, on y note le soir 3 choses sympas qui nous sont arrivées. Mais ça peut être le chant d'un oiseau, un petit café, un coup de fil d'une amie. Et donc, on reprogramme son cerveau. Dans toute la journée, on se dit, il va falloir que je note 3 choses sympas. Et donc, on les cherche, ces choses sympas, et on reprogramme son cerveau
à sortir du négatif. Et ça m'a sauvée, quoi. Enfin, ça m'a sauvée. Ça m'a beaucoup aidée à traverser cette période-là. L'hypnose, j'ai pas beaucoup de retours de patients. Il y a l'auto-hypnose, mais ça nécessite quand même un apprentissage. Alors que la méditation, la relaxation, on trouve des applications très bien faites. On peut trouver aussi sur YouTube de nombreuses vidéos d'initiation qui sont aussi très bien faites. On n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin de payer un professionnel. On peut se débrouiller, quoi. Donc vous, Sabine, c'est la méditation qui vous a fortement aidé, en plus évidemment des traitements que vous aviez contre la migraine. Mais on sait qu'il existe d'autres techniques scientifiquement prouvées qui elles aussi peuvent aider et alléger les crises de certains patients. Quel est le message important à faire passer aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent de migraine et qui n'ont pas encore un diagnostic établi ? Le message important, c'est déjà d'en parler autour de soi. C'est pas une maladie honteuse. D'en parler au médecin, mais pas sur le pas de la porte, après avoir parlé d'un rhume. Au fait, docteur, oui, j'ai aussi mal à la tête, des fois. Non, la consultation est terminée. Une consultation pour diagnostiquer une migraine, ça demande du temps. Il faut poser quelques questions. Il faut prendre environ 20 minutes. Et c'est pas sur le pas de la porte que le généraliste ou le neurologue va pouvoir faire le diagnostic. Donc, il faut venir demander une consultation précisément pour ça. Pas venir avec l'idée préconçue que c'est une migraine, ça peut être autre chose, mais il faut consulter et puis en parler autour de soi, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera connaître la migraine et qu'on la fera reconnaître comme une vraie maladie impactante sur toute la vie et qu'on obtiendra, je l'espère, des aménagements au travail et puis la compréhension de l'entourage. En parler autour de soi et puis aussi, pourquoi pas, adhérer à votre association parce que c'est aussi une façon de rencontrer des gens qui souffrent des mêmes troubles et de la même maladie, d'avoir des conseils, de se sentir moins seul. Je sais que vous organisez aussi des colloques. Alors nous, on a une très grosse activité sur les réseaux sociaux. On doit être pratiquement à 14 000 followers entre Facebook et Instagram. Et les retours qu'on a des personnes, c'est des choses comme ça. Depuis que je vous connais, je vis mieux ma migraine. Je suis moins angoissée. En 6 mois, j'ai plus appris sur la migraine qu'en 30 ans avec tous les suivis que j'ai eus. Donc, nos actions, c'est de soutenir et rassembler les patients. C'est aussi de les informer par les réseaux sociaux et par le site. C'est de sensibiliser avec des émissions comme celles que vous nous proposez. Et c'est d'agir auprès des pouvoirs publics pour qu'elles soient enfin reconnues comme une vraie maladie neurologique. Sabine, la Voix des migraineux a 5 ans cette année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 5 prochaines années à venir ? Ce qu'on voudrait, c'est que vraiment la migraine soit reconnue, que les autorités mettent en place un parcours de soins avec une vraie formation pour les généralistes, une vraie prise en compte des malades dans le milieu du travail, parce que le maintien dans l'emploi, c'est primordial. Les personnes qui n'ont plus d'emploi à cause de la maladie, ils subissent la maladie, mais ils subissent la perte d'argent et puis l'image de soi. Bien sûr. En fait, la première question qu'on vous pose, c'est « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Si vous êtes que malade... Déjà, on a un préjugé sur vous, quoi. C'est une identité aussi d'avoir une profession. C'est de la dignité, en fait. C'est que les patients retrouvent une dignité. Merci beaucoup, Sabine, pour ce précieux et très touchant témoignage. Bon courage à vous, mais bon courage aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui souffrent de migraines. Et n'hésitez pas à venir vous informer sur le site lavoixdesmigraineux.fr. On ne vous le recommandera jamais assez. Il est extrêmement complet et vous vous sentirez moins seul. À bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup.